C'est prêt? Donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc présentement 8h dimanche soir, Mastermind pour la première fois, on a un événement physique ici au Hayden à Montréal. Je suis en compagnie de Reda Gouram. Merci beaucoup Reda d'avoir pris le temps d'être ici ce soir avec nous. Avec plaisir. Puis l'événement se passe à merveille. Donc pour les gens qui sont là, partagez l'événement, guys, aidez-moi un petit peu à faire partager ce contenu-là un petit peu partout dans la région de Québec. Et puis, je suis vraiment excité d'avoir ce live-là avec toi. On a eu un appel cette semaine, j'ai appris à vraiment connaître ton histoire de A à Z qui est vraiment inspirante. Et le but de ce live-là, c'est de faire comprendre un petit peu aux gens c'est quoi l'entrepreneurship. Puis de comprendre un petit peu comment tu as réussi à travers les hauts et les bas, finalement, avoir un succès immense dans ta carrière. Non, pas juste au niveau professionnel, soccer, mais en business en général. Donc, si vous voyez ce live-là, et puis c'est la première fois que vous voyez un live Mastermind ou peu importe, bien bienvenue. Et puis ceux qui sont régulièrement sur mes lives, puis ont eu la chance de voir tous les conférenciers qui ont passé, peu importe le domaine d'affaires, le domaine d'expertise qu'ils font dans la vie, bien, je vous demanderais, s'il vous plaît, de peut-être partager le live pour m'aider à faire passer ce contenu-là. C'est grandement apprécié. Donc, Reda, la raison pourquoi tu es un invité spécial, c'est qu'à mes yeux, tu es une personne vraiment inspirante. Et puis, les gens et moi, on aimerait savoir, c'est quoi ton background? Qui est Reda Gouram? Et puis, qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Ben, pour commencer, moi je suis né au Maroc. J'ai commencé à jouer au soccer à l'âge de 4 ans. Et c'est à cet âge-là que j'ai tombé en amour avec ce sport-là. Et donc j'ai commencé à jouer au soccer. Ma passion a commencé à grandir dès l'âge de 4 ans. À 10 ans, j'ai déménagé avec ma famille au Canada. Pendant la première année, j'ai pas pu vraiment jouer parce que j'ai dû m'adapter, vu que tu sais, quand une famille immigre vers un nouveau pays, c'est difficile généralement la première année parce qu'il faut trouver où est-ce qu'on habite, il faut trouver ses repères tout simplement. Et à la deuxième année, j'ai commencé à jouer. Et à 13 ans, c'est là où j'ai eu mon premier, comment je pourrais dire, la première personne qui n'a pas cru en moi. Et ça a été ma prof. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà ce cours-là où il fallait faire un devoir sur le métier qu'on veut faire. Et donc moi, j'ai proposé à la prof de le faire sur le métier de joueur de soccer. Et évidemment, elle a souri, elle m'a dit non, c'est pas un vrai métier. Et on a eu un débat avec la prof et je lui ai dit, quand j'allume la télé, je regarde des matchs, ces gens-là, c'est leur métier. Donc c'est un vrai métier, ça existe. Et donc, ayant la tête dure, j'ai refusé d'accepter qu'elle me dise tout simplement que ce n'était pas un métier. Et avec son ego, elle m'a dit, tu sais quoi, de toute façon, tu ne vas jamais jouer au soccer. Tu n'as pas ce qu'il faut, puis les chances pour que tu arrives sont même pas de 1%. Et donc, finalement, j'ai eu 0 pour ce devoir-là, mais ça ne m'a pas dérangé parce que c'était beaucoup plus important pour moi de montrer que j'allais pas laisser quelqu'un m'imposer sa façon de penser sur qu'est-ce que je veux devenir. Et donc, heureusement pour moi, avec ma famille, mon entourage qui m'ont supporté dans toutes ces choses-là, à 19 ans, donc 5 ans plus tard à peu près, j'ai pu signer mon contrat professionnel avec l'Impact de Montréal. Et c'est là où l'aventure a commencé pour moi du monde professionnel. Et c'est là où j'ai commencé, entre guillemets, à réaliser mon rêve que j'avais depuis que j'ai 4 ans. Donc c'est à peu près ça mon background. J'ai joué pendant 6 ans professionnellement. Et en 2015 à peu près, quand j'avais 25 ans, j'ai décidé de mettre fin à ça. Et c'est ça, après c'est l'aventure entrepreneuriale qui a commencé si on veut. Et donc c'est à peu près ça mon background. Parle-moi un peu de avant l'Impact, parce que souvent les gens, moi j'ai des amis à moi qui jouent dans la NHL, puis je suis vraiment pas familier avec le soccer, mais je sais que n'importe quel sport, si tu veux arriver professionnel, tu as des sacrifices, tu as des choses que tu as à faire que d'autres personnes ne sont pas prêtes à faire pour arriver là. Parle-moi un peu de avant de se rendre avec comme signer un contrat avec l'Impact de Montréal, qu'est-ce que tu as fait de différent pour te rendre là? Parce que c'est correct, les gens voient souvent en affaires, puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en affaires, les gens voient souvent le Instagram ou le Facebook de quelqu'un qui réussit en affaires. C'est beau, ils sont sur le stage, ils ont du succès, la grosse Lamborghini, la grosse voiture, mais avant de signer le contrat puis encaisser le chèque qui venait avec, qu'est-ce que tu as fait avant de signer le contrat que tu crois qui a fait en sorte que tu t'es rendu là différent de la personne qui n'a jamais signé le contrat? Le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment l'obsession. Et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes qui ont pu accomplir des belles choses. Et un point commun que ces personnes-là, ils ont, c'est vraiment l'obsession c'est par rapport à ce qu'ils font. Et évidemment, quand j'ai grandi, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai grandi qui voulaient aussi jouer au soccer comme moi. Mais ce qui a fait la différence, c'est vraiment le côté mental, je dirais. Et c'est ça l'obsession de vouloir vraiment concrétiser ce que tu vois. Depuis que j'ai peut-être
l'âge de 8 ans, que à chaque soir, c'est vraiment vrai, à chaque soir, je rêvais de moi en train de jouer dans un stade. Je rêvais de moi porter le maillot d'une équipe dans un stade avec des gens. Et imagine de rêver à ça à chaque jour pendant 12 ans. Ben, à un moment donné, ton cerveau ne fait plus la différence. Est-ce que comme c'est une fiction ou comme c'est quelque chose qui peut vraiment arriver. Et ça, c'est quelque chose aussi à laquelle je crois beaucoup. Se visualiser, accomplir ce qu'on veut accomplir. Et ça m'a aidé dans le sport et même dans ma vie en général, ça m'a aidé énormément à pouvoir visualiser ce que je veux. En fait. Nice. Puis maintenant, après ta carrière de soccer, parce que malheureusement, tu ne peux pas jouer au soccer jusqu'à temps que tu aies 60 ans. Fait après ta carrière de soccer, dans quoi tu t'es en allé un petit peu? Parce que tu as parlé de ton parcours. À quel âge que tu as arrêté de jouer au soccer? À 25 ans. À 25 ans. Puis depuis que tu as 25 ans, tu fais quoi? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai décidé d'arrêter, les raisons pourquoi j'ai arrêté, c'est que le monde du sport professionnel, c'est un monde qui est vraiment compliqué parce que c'est pas tout le temps juste. C'est pas tout le temps un environnement qui est juste. Et des fois, tu peux être impliqué, tu peux être sérieux dans ton approche, mais il y a beaucoup de corruption. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être mauvais à dire, mais c'est dommage, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de corruption et tu n'as pas nécessairement ce que tu mérites. Et donc, en ayant vécu ça pendant quelques années, je me suis juste dit, je ne veux plus être entouré par ça. Et en même temps, un concept que j'ai commencé à comprendre quand j'ai arrêté, parce que quand j'ai arrêté, ça a été vraiment difficile pour moi, c'est que mon identité en tant que personne, je l'ai liée avec ma capacité à jouer sur un terrain. Donc ma capacité à marquer des buts, ma capacité à bien performer sur un terrain, toute mon identité, toute ma confiance, mon estime de moi-même était liée avec ces capacités-là. Donc quand j'ai arrêté, pendant une période, ça a été vraiment difficile parce que c'est comme si je n'avais pas d'identité. Là où ça peut rejoindre beaucoup de personnes ici, c'est que des fois, on peut s'identifier en tant que quelque chose pour faire le lien avec l'entrepreneuriat. Et certains entrepreneurs qui peuvent s'identifier en tant qu'entrepreneurs et leur confiance et leur estime d'eux-mêmes, il est lié avec les contrats qu'ils vont avoir, avec leur réseau de contacts, avec l'argent qu'ils font, avec les biens matériels. Et donc à partir du moment où ils perdent un contrat ou un contact, ben, leur confiance va baisser. Et donc quand j'ai compris ce concept-là, ça a été difficile au début, mais après je me suis dit, oui, j'estime que j'avais un bon potentiel en tant qu'athlète, mais je veux miser sur mes capacités en tant que personne. Parce que j'estimais que j'avais beaucoup plus de potentiel en tant que personne qu'en tant qu'athlète, tout simplement. Et donc c'est ça, j'ai fait ce switch-là, puis ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis dit, ok, dans mon parcours, c'est quoi que je peux utiliser dans ma prochaine aventure? Et ce que j'ai eu, c'est le blueprint qui m'a aidé à passer de amateur à professionnel. Et je me suis dit, je vais faire exactement la même chose parce que je ne voulais pas m'embarquer directement dans une aventure entrepreneuriale sans nécessairement savoir ce que je fais. Je n'avais pas de diplôme universitaire, je n'avais pas de connaissances dans le monde des affaires non plus. Mais ce que j'avais, c'est ce blueprint-là qui m'a permis de passer d'amateur à professionnel. Et je me suis dit, donc, mon plan pour les 5 à 6 prochaines années, ça va être étudier le game de l'entrepreneuriat, comme j'ai étudié le game du soccer. Et donc, ça va être travailler dans différentes entreprises, faire différentes choses qui vont me permettre d'utiliser mes compétences et d'améliorer mes compétences pour que le jour où j'ai une idée en tête que je veux exécuter, mais je vais être quelqu'un qui est quand même qui a une connaissance quand même assez générale pour pouvoir maximiser mes chances et réussir dans le domaine que je décide d'aller. Nice. Puis là, en ce moment, j'ai aussi entendu parler des branches. Je t'ai vu un petit peu sur les médias sociaux que tu étais rendu un conférencier. Exactement. Tu donnais des conférences. T'aidais aussi, je crois, au niveau des jeunes, au niveau du soccer. Ouais. Parle-moi un petit peu de ça. Le côté conférence, c'est arrivé un peu par hasard parce qu'il y a un programme qui s'appelle Jouer gagnant. C'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement pour offrir des conférenciers à des écoles, que ce soit primaire, secondaire, cégep et université. Et donc j'étais à un événement, puis j'ai rencontré quelqu'un qui travaille pour cet organisme-là, Jouer gagnant. Puis cet organisme-là permet à des athlètes qui ont fait partie de l'équipe olympique canadienne, de tous sports confondus. Puis moi j'ai eu la chance d'avoir fait partie de cette équipe-là. Puis elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait parce que tu peux devenir conférencier, est-ce que ça t'intéresserait? Puis ma première réponse a été non, je ne veux pas. Et la raison pourquoi je dis non, c'est parce que j'avais peur, tout simplement. Je n'avais jamais fait de conférence et j'avais peur de comment ça allait être. Puis bizarrement, pendant la semaine, je voyais pas mal d'articles, de livres en lien avec les conférences. Puis je me suis trouvé un peu égoïste
parce que je me suis dit, j'estime que mon expérience peut me permettre d'aider des jeunes en leur partageant ce que j'ai vécu. Et c'était égoïste de ma part de m'empêcher de le faire parce que j'avais peur. Et donc je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça, c'est pas cette personne-là que je veux être. Et j'ai écrit un email à la personne, puis je lui ai juste dit, je suis in avec le programme, envoie-moi la prochaine conférence, je veux y aller. Puis c'est là où ça a commencé les conférences. Puis quand j'ai commencé les conférences, j'ai pu rencontrer des jeunes de différents milieux, différents sports. Et par la suite, j'ai commencé à faire un peu du mentorat pour ces jeunes-là. Donc ils me parlaient un peu de ce qu'ils vivent, que ce soit même en dehors du sport. Et j'ai commencé à rencontrer des jeunes de temps en temps pour les aider tout simplement à répondre à leurs questions. Des fois, je me rappelle quand j'avais cet âge-là, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui pouvait répondre à certaines questions. Et des fois, tu peux être gêné, ou timide ou pas à l'aise. Et je voulais être cette personne-là qui va les rendre à l'aise de me parler de tout ce qu'ils veulent savoir en fait. Parlant de ça, parle-moi un peu de ta chose dans ta vie que selon toi, ça a été la plus dure à surmonter pour réussir au niveau professionnel ou même aujourd'hui dans ce que tu fais en business, la pire chose. Puis parle-moi aussi, tant qu'à toi, de la chose que tu crois que tu as réussi le mieux, le meilleur coup que tu as fait, puis le pire coup. Commence avec le pire. Je commence avec le pire. Ouais. Dans tout ce que j'ai fait, je dirais que, exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, du business, la chose que j'ai mal gérée, ça a été mon temps. Parce que j'estime que le truc le plus important qu'on a, c'est le temps. Puis mes pires coups, c'est tout simplement donner du temps à des personnes qui voulaient me proposer des opportunités ou qui voulaient collaborer sur certaines choses où ça ne fitait pas avec moi. Donc mes pires coups, c'est tout simplement la perte de temps que j'ai eue. Mes bons coups, et aussi dans le sport, mon pire coup, ça a été quand mon seul focus a été l'argent. Et pour vous raconter une histoire, en 2012, après la fin de mon contrat avec l'Impact, mon agent m'a parlé d'une équipe en Suisse, à Genève, qui voulait m'avoir pour me signer un contrat. Puis c'est un contrat qui était intéressant pour moi. Et c'est drôle comment la vie fait des choses des fois. C'est que j'arrive le dimanche là-bas, on m'accueille à l'aéroport, puis tout est bien, je suis content, ça se passe très très bien. Puis la personne me dit, demain je viens te chercher pour t'amener à l'entraînement. Je suis excité, le lendemain à 9h30, je suis dans le lobby de l'hôtel, j'attends. À 9h30, il n'y a personne. 10h, il n'y a personne. 10h30, il n'y a personne. Et toute la journée, il n'y a personne. Je retourne et le soir, il y a quelqu'un de l'équipe qui vient me voir à l'hôtel et il me dit j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que hier, le coach en a mis dehors. Donc, tu ne pourras pas t'entraîner vu qu'il n'y a personne qui va pouvoir t'évaluer. Et après, je me dis, je ne crois pas au hasard. Je crois au hasard, mais je ne crois pas que ça, c'est juste comme ça. Tu vois? Sur 365 jours, le coach, il renvoyait la journée que moi j'arrive. C'est des signes. Et après, quand ça m'a vraiment frappé, puis je me suis dit, je dois peut-être regarder ou évaluer par d'autres paramètres comme ce que je vais avoir comme gain financier dans un contrat, par exemple, sportif. L'autre question, j'ai oublié. C'est ton meilleur coup, là, tu me parlais de ton pire coup. Puis selon toi, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on manque tout de temps, right? C'est ça le problème. On aimerait tout avoir 45 heures dans une journée. Puis comment tu fais pour évaluer ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon au niveau de ta perte de temps? Parce que souvent, il y a une différence entre travailler fort et être productif. Hein? Comment je fais? J'essaie de faire en sorte que la personne se filtre elle-même. Donc, quand quelqu'un vient me parler pour une opportunité, j'essaie de regarder c'est quoi les valeurs de cette personne-là. Comment elle pense, comment elle réagit, c'est quoi sa vision sur certaines choses. Et si je vois que ça fit avec moi, là, on peut avancer et aller de l'avant. Mais si je vois que la personne, ses valeurs ou les mots qu'elle utilise ne fit pas avec qui je suis, elle se filtre par elle-même. Donc, c'est comme ça que je m'assure de bien gérer mon temps avec les rencontres, les opportunités. Good. Puis maintenant, j'arrive pas tout le temps, mais c'est le mieux que je peux faire. C'est important, c'est d'en sauver un peu. Ouais. Puis l'autre chose, c'est ton meilleur coup, que ce soit au niveau professionnel en soccer ou business en ce moment, c'est quoi ta meilleure shot que tu as faite? Ma meilleure shot que j'ai faite, je te dirais que la meilleure shot que j'ai faite, c'est pas moi qui l'a fait, c'est juste les événements ont fait en sorte que ça se passe. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en les intentions et je pense que quand tu as des bonnes intentions, dans ce que tu fais, souvent des belles opportunités se présentent et les bons coups se présentent à toi. Et pour faire le lien avec le sport, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la visualisation. Parce que j'ai vécu certaines choses qui m'ont confirmé que visualiser, se voir réussir certaines choses et prendre action aussi sur ça. C'est pas juste rester chez toi
te dire que ça va arriver, mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant à expérimenter. Et pour vous raconter l'histoire de comment je l'ai vécu dans le sport et dans le monde des affaires, depuis que j'ai l'âge de... quand j'avais 13 ans, mes joueurs préférés, j'avais 3 joueurs préférés, j'avais leur maillot, je regardais tous leurs matchs, j'essayais de jouer comme eux, je regardais leurs entrevues, c'était vraiment mes joueurs préférés. J'ai eu l'opportunité de jouer contre 2 d'entre eux, bizarrement, par le concours de circonstances, j'ai pu jouer contre 2 d'entre eux, puis il y en a la 3e, j'ai pu me lier d'amitié avec elle. Puis c'est vraiment incroyable parce que ces 3 joueurs-là, ils font partie du top mondial du soccer. Et ils évoluent en Europe. Puis les chances pour que moi je les croise dans mon parcours sont faibles. Puis le fait que moi, c'était vraiment mes joueurs préférés, puis Dieu ou peu importe en quoi on croit, les amis dans mon chemin, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis l'autre chose, c'est que quand j'ai arrêté de jouer au soccer, mon cerveau a commencé à shifter sur d'autres choses. Ça veut dire que je ne voulais plus rien savoir du soccer, mais je commençais plus à m'intéresser au monde des affaires et surtout au domaine du développement personnel. Et donc, quand j'ai commencé à être dans ce domaine-là et à vraiment m'intéresser, regarder des vidéos, lire des livres, rencontrer des gens qui s'intéressent au même sujet, des personnes dans ce domaine-là ont commencé à apparaître dans ma vie. Et en l'espace de 2 ans, 3 ans, j'ai pu rencontrer des personnes qui font partie des pionniers du monde du développement personnel. Et pour vous donner plus d'informations sur ce que je suis en train de raconter, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent la page Goalcast sur Facebook? Je connais ça. Ouais. Donc cette page-là, c'est une page qui est sur Facebook, qui font vraiment des belles vidéos. C'est des vidéos inspirantes et motivantes. J'ai pu rencontrer les fondateurs, puis éventuellement j'ai pu travailler avec eux. J'avais un contrat de consultation en développement des affaires. Et un de mes mandats, c'est d'avoir des influenceurs au niveau mondial pour faire des entrevues avec nous, avec la compagnie. Et dans ce parcours-là, j'ai pu rencontrer des personnes comme Grant Cardone, Jordan Belfort qui a fait Le Loup de Wall Street, qui d'autre, Eric Thomas, il y a aussi John Assaraf qui a fait la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous avez vu le livre ou le documentaire, La loi de l'attraction. Et ce qui est particulier, c'est qu'à un moment donné, il m'a écrit sur LinkedIn. On a connecté sur LinkedIn parce qu'il a vu que je travaillais pour Goalcast. Puis il est venu à Montréal. Il m'a dit, je vais arriver à Montréal, puis j'aimerais bien qu'on se rencontre. On allait manger ensemble, puis il m'a raconté l'histoire de comment il a découvert, si on veut, le pouvoir de la visualisation. Puis quand il me racontait ça, j'étais choqué parce que j'ai commencé à faire des parallèles avec moi, ce que j'ai vécu. Puis je lui disais, c'est drôle parce que quand je joue au soccer, mais cette énergie-là a pu mettre 3 de mes joueurs préférés, il les a mis devant moi. J'ai joué contre eux. Et là que j'ai commencé à m'intéresser au monde du développement personnel, toi, tu as apparu dans ma vie. Puis tu es quand même un des pionniers de cette industrie-là. Et donc, le pouvoir de la visualisation, c'est quelque chose que vraiment je recommande à tout le monde de lire là-dessus, un article, ou juste commencer à s'informer de comment ça peut vous aider. C'est quoi tes livres préférés, tant qu'à dire? Mon livre préféré, c'est le livre de Dale Carnegie, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Donc c'est un livre sur la communication, les relations interpersonnelles, le leadership. Et je pense que toute personne qui veut se lancer en affaires ou qui ne veut pas se lancer en affaires devrait lire ce livre-là parce que ça peut t'aider dans ta vie de tous les jours comme dans le monde des affaires. Ils en ont sorti un nouveau, il y a Comment se faire des amis, influencer les gens, puis il y a le nouveau qui est sorti, qui est bleu, c'est Monde virtuel aussi. Monde virtuel, exactement. Monde virtuel, fait que c'est avec Facebook, Instagram. Ouais. L'as-tu lu celui-là ou pas encore? Non, je ne l'ai pas lu. J'ai Je lu l'ai commandé. l'ancien. Je l'ai commandé avant-hier. Tu me diras ce que tu en penses. Puis l'autre livre, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Okay. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant ce qu'il fait ou ce qu'il arrive à faire avec le cerveau. On prend ça en note. Ouais. Super. Maintenant, ta dernière question avant que certaines personnes puissent poser des questions. Ta définition du succès, selon toi? Chacun de nous a une définition du succès qui est propre à lui. Personnellement, je pense que ma définition du succès pour moi, c'est que une fois qu'on a compris qui on est en tant que personne et que surtout on est conscient de notre potentiel, ma définition du succès, c'est d'exécuter sur ce potentiel-là. C'est que si j'estime que j'ai un certain potentiel pour faire quoi que ce soit, mais c'est d'être dans le processus d'aller chercher ce potentiel-là, sachant que ce n'est pas une destination finale. Parce qu'on ne va jamais atteindre son potentiel. Plus on s'améliore comme personne, plus ce potentiel-là, il s'éloigne. Parce qu'on s'améliore. Et pour faire un parallèle, c'est comme... pour montrer que ce n'est pas une destination finale, c'est comme être fit, s'entraîner au gym. Même si tu t'entraînes pendant 10 ans, le jour où tu arrêtes de t'entraîner,
ton état de santé diminue. Ouais. Donc, c'est pas une destination finale. Être fit, c'est des habitudes. C'est constamment s'entraîner, manger bien pour rester en forme. Ou le bonheur, c'est à peu près le même concept. Tu peux pas te réveiller un jour et dire, moi, je suis heureux pour le reste de ma vie. Pour être heureux comme il faut, être dans un range où tu es en train de faire certaines choses pour te garder là. Tu ne peux pas te réveiller et te dire, ok, moi, je suis heureux pour peu importe ce qui se passe. Non, il faut que tu maintiennes certaines choses pour le rester. C'est la même chose comme ta forme physique et le succès, je pense, pour moi, c'est la même chose. C'est rester dans un range où tu es en train de faire ce que tu aimes et surtout d'amener de la valeur aux gens qui sont autour de toi. Puis, parlant de ça, moi j'ai une question parce que j'ai parti un programme, c'est one Book a Week. J'ai starté, j'ai commencé à lire un livre par semaine. Puis même cette semaine, j'en ai lu 3. J'avais un petit peu plus de temps. Je n'ai lu 3. Maintenant, toi, c'est quoi ton processus avec ça? Combien de livres tu lis environ? Par mois, par semaine, par jour? Je te dirais, pendant un moment, j'en lisais énormément. Je pourrais dire que j'en lisais une fois par semaine, un livre par semaine. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de maintenir ce que je sais. Parce que je n'essaie pas de rajouter plus de connaissances, mais juste de améliorer comment utiliser ces connaissances-là. Mais je consomme beaucoup de vidéos. Je suis plus vidéo. Je regarde beaucoup d'entrevues, beaucoup de conférences que la lecture parce que je suis quelqu'un de visuel. Donc, ça me permet de vraiment mieux mémoriser les choses quand je regarde une vidéo que quand je lis un livre. Donc, Super. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Reda et ces gens qui ont des... Non, non. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. En passant, les gens ne vous voient pas, les gens nous voient nous. Fait que s'il y a une question qui n'est pas bonne, ils ne sauront pas que c'est vous. C'était pas drôle. J'ai posé une question. Ouais, vas-y. Donc, je m'avance là pour poser la question. Ah ouais, mais tu peux rester là, il faut que tu la poses fort. Parle-moi un peu on en a discuté un peu tout à l'heure. Ouais. Tu veux faire un saut dans le monde de l'immobilier. Pourquoi? Justement, avec ton entrepreneuriat, tes jours de secret. Pourquoi toi, tu veux faire un saut dans l'immobilier? Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, on a une question, c'est pourquoi faire un saut dans l'immobilier? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc, explique-nous un petit peu ça. Ben, tout simplement parce que ça pourrait être intéressant et c'est un domaine que je ne connais pas. Puis, moi, il y a un truc qui me passionne, c'est l'apprentissage. Et le monde de l'immobilier, je ne le connais pas. Donc, ce qui m'intéresserait, évidemment, ça pourrait être mieux évaluer les opportunités qui pourraient se présenter en termes immobiliers et aussi apprendre comment ce domaine-là fonctionne. Puis, je vais pouvoir rencontrer Martha pour qu'il me dise un peu plus comment ça fonctionne. Nice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes, Véro? Moi, j'aimerais ça savoir ta routine quotidienne pour te garder motivé à atteindre tes objectifs. Ma question, ça va être un peu bizarre parce que j'ai pas de routine quotidienne pour me garder motivé. Ce qui me garderait motivé, c'est de faire ce que j'aime. Et une des choses que j'aime vraiment le plus, c'est de contribuer au bien-être des gens qui sont autour de moi. Et ça me garde motivé. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour me motiver. Et même, si je peux partager un peu plus sur ce thème-là de la motivation, quand j'ai arrêté de jouer au soccer, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, mais comment tu as été aussi motivé pour t'entraîner à tous les jours, être discipliné, faire tous ces efforts? Comment tu as fait pour l'être ?» Puis après, je me suis rendu compte que ma motivation vient du simple fait que je faisais ce que j'aimais. Si tu me demandais d'être motivé pour apprendre les mathématiques, je suis zéro motivé. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que la motivation, on ne devrait pas la forcer. C'est de trouver quelque chose que ça vient tout seul. Ça ne devrait pas être forcé, la motivation. Si c'est forcé, c'est que peut-être il faudrait voir qu'est-ce qu'on est en train de faire pour avoir besoin de se forcer ou C'est drôle que tu parles de ça parce que tantôt j'en parlais justement, je sais pas, on en parlait justement, c'est exactement ce qu'on parlait. Il dit faut que la motivation, moi je parlais de discipline, il dit non, la discipline c'est de faire quelque chose quand ça te tente pas de le faire. Il dit non, il faut que ça vienne dans dedans, il faut que tu craves de le faire. Exactement, et ça c'est une des choses que j'ai dans mes conférences ou dans les rencontres que j'ai, j'essaie vraiment de pousser ça. Peu importe les objectifs qu'on a ou les rêves qu'on a, c'est de vraiment inclure dans nos objectifs quelle contribution on a sur les gens qui sont autour de nous. Parce que c'est vraiment important, c'est quelque chose qui va tout simplement nous faire du... Est-ce que quelqu'un ici a déjà donné de l'argent ou acheté de la nourriture à un itinérant et s'est senti mal après? Jamais. Parce qu'on est fait pour ça, on est fait pour vraiment penser aux autres et aider les autres et contribuer au bien-être des gens qui sont autour de nous. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de pousser parce que au fur et à mesure des années, je me rends compte que ce qui me représente en tant que personne, c'est ça. Et que c'est ça qui nous lie en tant qu'humain, tout simplement. C'est de redonner au suivant et de partager les connaissances, ou peu importe l'argent, ou peu importe qu'on a. C'est de vraiment faire en sorte qu'on puisse aider les gens qui sont autour de nous, tout simplement. 100%. Est-ce qu'il y a une autre question
Oui. Quel est ton but ultime? Ton but ultime, quel est ton why? Pourquoi tu évolues dans le monde des affaires? Qu'est-ce qui te motive? Mon but dans le monde des affaires, c'est que tout ce que je fais dans le monde des affaires a comme idée cachée ou même visible, c'est de contribuer au bien-être de quelqu'un. Mon why, c'est ça. Ça peut être que ce soit donner des conférences ou parler avec quelqu'un ou coacher des enfants pour le soccer ou peu importe, avoir une conversation. Mon but, ça va toujours rester de amener une valeur ajoutée à la personne avec qui je parle ou aux gens avec qui je parle. C'est vraiment ça mon why et depuis que j'ai commencé à me rapprocher de la personne que je suis et que je veux être, ben, ça a toujours été au centre de mes actions. C'est vraiment de contribuer au plus de gens possible. Et je ne veux pas donner de chiffres parce que ce n'est pas quelque chose que je veux me mettre en évidence, genre je veux impacter tant de gens que ça. C'est vraiment de le faire à chaque jour. Chaque jour d'avoir une conversation intéressante et de laisser la personne avec qui j'ai parlé comme, se sentir bien par rapport à elle-même. Peu importe le nombre de personnes, peu importe. C'est vraiment ça le why que j'ai dans ma vie. Est-ce qu'il y a... Oui? Est-ce qu'il y a des exercices à faire pour trouver son why, son pourquoi? Parce que souvent, on pose des actions sans vraiment avoir un pourquoi solide. Est-ce qu'il y aurait des idées au niveau vraiment de trouver notre pourquoi finalement? Mais ça va être vraiment une remise en question et observer qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire que si on remarque qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et qu'on aime, c'est peut-être qu'il y a une idée cachée derrière ces actions-là. Et l'autre chose, c'est que je pense que beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent faire, mais des fois, ils ne veulent pas se l'avouer parce qu'ils essaient de cacher ça. Parce qu'ils ont peur, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais échouer? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi si ça ne marche pas? Ou si ça marche? Donc, c'est juste avoir vraiment une conversation honnête et sincère avec soi-même. Et tout simplement demander aux gens autour de toi, qu'est-ce que tu remarques qui serait une qualité pour moi? Est-ce que tu me remarques faire des choses plus que d'autres? Et même toi, te poser la question, qu'est-ce que je me retrouve à faire gratuitement? Puis c'est ça, et après tu peux créer quelque chose autour de ça. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la zone de je ne veux pas m'avouer que je suis bonne là-dedans, ou je suis bon là-dedans. Parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'on va dire sur moi. Est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que non? Donc c'est vraiment ces doutes-là qu'il faut enlever pour trouver. Parce que je ne pense pas qu'il est caché, il est là. Mais on le cache avec des idées ou des peurs ou peu importe. C'est comme ma peur des conférences, j'avais vraiment peur. J'ai dit non, mon premier réflexe a été non, je ne veux pas faire de conférences. Parce que je me dis qu'est-ce que les gens vont penser de moi, est-ce que je vais être bon? C'était juste à propos de moi. Mais une fois que je me suis dit mais non, j'ai une expérience avec laquelle je peux aider des jeunes ou des moins jeunes. Et ça serait égoïste de ma part de dire je ne vais pas le faire parce que moi j'ai peur. Non, je vais faire ça. Et je ne veux pas être une personne qui va se cacher ou qui va éviter d'affronter des choses qui pourraient être bonnes. Tout simplement. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est tout? Déjà, je voudrais remercier tout le monde de s'être présenté parce que je sais qu'on est dimanche soir et il fait froid dehors. Rester chez soi avec une couverture et un bon film, ça aurait été une bonne option aussi. Donc, merci de vous être déplacés. Là. Merci beaucoup, guys. Très apprécié. En passant, merci beaucoup à tous ceux qui ont été sur le live. Merci à toi. Un grand merci à Reda pour ton temps. J'apprécie énormément. Donc, on va continuer la soirée. Puis, vous êtes le bienvenu à rester. Puis, on va prendre un petit verre tranquille. Ouais, c'est bon? Plaisir. Alright, merci beaucoup d'être venu, guys. Dimanche prochain live à 8h. Donc, bonne soirée tout le monde.